et tous et bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français sur la comédie musicale. On est toujours Fanny et Anna. Et aujourd'hui, carte blanche est donnée à Anna pour nous parler d'un de ses films préférés. Il s'agit du film Cry Baby. Oui, tout à fait, un film musical écrit et réalisé par John Waters en 1990. Alors, on va parler longuement et de façon détaillée de Cry Baby, mais tout d'abord, est-ce que tu peux, Anna, nous présenter un petit peu le réalisateur du film, qui est John Waters? On rappelle à nos auditeurs et auditrices d'ailleurs qu'on a déjà un petit peu parlé de John Waters à ce micro, puisque on a fait un épisode entier consacré à Hairspray et que John Waters, on le rappelle, c'est le réalisateur du film original dont est adaptée la comédie musicale. Tout à fait. Alors John Waters, c'est un cinéaste vraiment très singulier qui a une filmographie, on va dire, complètement déjantée et crado entre guillemets. Alors pour faire un petit passage en revue de sa carrière, en 68, son premier film s'appelle Mondo Trasho, ça donne le ton, et on y voit la célèbre drag queen Divine qui va apparaître en tout dans 8 de ses films, dont 6 longs métrages. En 72, il y a le célèbre film Pink Flamingos, film qui est connu pour une scène où Divine mange un caca. Donc vous voyez vraiment le registre dans lequel se situe John Waters. On peut citer également en 81 Polyester, qui est le premier film en odorama. C'est-à-dire que les spectateurs, spectatrices reçoivent à l'entrée une carte à gratter numérotée et lorsqu'un numéro apparaît à l'écran, ils et elles doivent gratter la case qui correspond, ce qui répand une odeur particulière pour les mettre dans l'ambiance, on va dire, olfactive. J'adorerais faire une séance comme ça a l'air génial. Oui, je sais pas si ça existe encore. Eh ben, je sais pas. J'ai pas entendu parler en tout cas en France, j'en ai jamais entendu parler que ça se fasse, mais c'est vraiment un truc qui a été inventé pour ce film, qui existe encore. Je crois que c'est John Waters et la production du film qui ont les droits et donc Ah qui doivent ouais, pouvoir organiser. Enfin, c'est vraiment un truc, mais c'est très intriguant et j'aimerais bien faire ça un jour. grave. Allez, on se lance un défi. On ressuscite l'odorama, le business plan le plus improbable du moment, je pense que... C'est ça. En 88, il sort donc Hairspray, tu en as parlé, qui marque un tournant dans sa carrière car ça va être son premier film à ne pas être interdit aux moins de 18 ans. Et cette année-là, Divine, donc qui joue la mère dans Hairspray, meurt. C'est à ce moment-là de sa carrière que va intervenir le film dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire Cry Baby. Et alors, d'ores et déjà, un petit point bibliographie. Il me semble que pour préparer cet épisode, tu t'es particulièrement servi d'un livre qui est en fait plus ou moins les mémoires de John Waters. Oui, alors c'est sorti vraiment très récemment, en mars 2021, en français chez Actes Sud. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir envoyé le livre. Donc ça s'appelle Monsieur je sais tout, conseil impur d'un vieux dégueulasse, donc vous voyez le genre. Je crois que c'est la suite de ses mémoires parce que à la lecture, je me suis aperçue qu'il commence pas au début de sa carrière, donc il doit y avoir un premier tome. Et voilà, il raconte sa carrière avec plein d'anecdotes et de commentaires, c'est vraiment extrêmement drôle. Alors, on va en revenir donc plus précisément à Cry Baby, donc le film dont tu veux nous parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous faire le pitch de quoi ça parle, Cry Baby? En 1954, dans un lycée de Baltimore, deux bandes s'affrontent. Les Drapes, donc c'est les blousons noirs, les rebelles, et les Squares, on va dire, les enfants de bonne famille. Crybaby Walker, donc, est le leader des Drapes, toujours affublé de son blouson en cuir et célèbre pour l'unique larme qui lui coule le long de la joue à certains moments, d'où son surnom de Crybaby. Alors il va tomber amoureux, et c'est réciproque, de Allison, une Square justement, mais qui n'a plus trop envie de l'être et qui a déjà un petit ami, Baldwin, donc le Square absolu. Et un jour, Allison décide de sécher un gala de la bonne société pour se rendre à une soirée où Crybaby chante avec sa bande. Mais les Squares débarquent et ils provoquent donc les Drapes, ça va être la bagarre générale. La police embarque évidemment uniquement les Drapes et Crybaby se retrouve dans une prison pour mineurs. Je laisse découvrir à ceux qui ne l'auraient pas vu la suite de cette histoire un peu rocambolesque. Alors, on va parler du casting assez improbable et faramineux, on va dire, de Ouais. ce film. Quels sont les acteurs qui jouent dans Cry Baby? D'abord, on peut peut-être commencer par les rôles principaux et peut-être en particulier par l'interprète du héros qui donne son nom au film. Eh bien, il s'agit de Johnny Depp, donc qui joue Wade Walker, dit Crybaby. Alors, Johnny Depp, à cette époque, il était connu depuis 1987 pour son rôle dans la série télévisée 21 Jump Street. En fait, Crybaby, c'est son premier rôle principal au cinéma, juste avant qu'il tourne Édouard aux mains d'argent, qui marquera évidemment le début de sa collaboration fructueuse
avec Tim Burton et d'une carrière marquante au cinéma de manière générale. Alors je cite John Waters: «Tout ça, je le dois à Johnny Depp, parce que c'est quand il a accepté de jouer dans Cry Baby que l'affaire a été emballée. En tant que star de la série télé 21 Jump Street, Johnny était à l'apogée de son statut d'idole des jeunes. Mais il détestait être le Justin Bieber de son époque et s'est dit que faire un film avec moi était une façon infaillible de casser cette image. Et c'est exactement ce qu'il a fait en tournant en dérision son rôle de beau gosse dans Cry Baby.» Alors par contre, petite déception, il est doublé pour le chant. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que bon, on a déjà vu, qu'il chantait, Johnny Depp dans Sweeney Todd. Il chante, sa partition. Bon, c'est sans doute pas le plus mémorable des chanteurs du rôle, mais il fait à peu près le job. Ouais, j'imagine qu'entre 90 et puis 2008, je crois que c'est Sweeney Todd, qui s'est amélioré entre temps, parce qu'effectivement, j'ai pas trouvé d'autres informations particulières sur à quel point il chantait faux, je ne sais pas. Et qui est-ce qui interprète la jeune Square, qui va tomber, amoureuse, du beau rebelle? Alors, c'est une actrice qui s'appelle Amy Locane, qui était très jeune au moment du tournage, elle avait 18 ans, et en fait, Cry Baby reste son film le plus connu. Elle n'a pas vraiment fait carrière par la suite. Elle a une histoire un peu tragique parce qu'elle a renversé en voiture des gens lorsqu'elle avait bu, donc elle a été en prison. Enfin voilà, une histoire assez triste. Ouais. Ouais, voilà, un destin un peu brisé. Voilà, pour l'anecdote, elle aussi, elle est doublée pour le chant. On a un certain nombre d'acteurs assez, mémorables qui vont Ouais. camper les différents membres de la famille, délirante de Crybaby. Est-ce que tu peux nous les présenter? Oui, alors on a Susan Tyrrell dans le rôle de Ramona Ricketts, la grand-mère de Crybaby. Donc c'est une grand-mère très exubérante qui vit dans une espèce de casse, qui fait du trafic de matériel mécanique ou automobile. Et donc Susan Tyrrell, c'était une caractère actress qui a notamment eu du succès dans les années 70. Elle est assez marquante, notamment par sa voix très rock. Bon, par contre, apparemment, elle était ivre en permanence sur le tournage. John Waters, dans son livre, dit: «Certes, elle avait du talent, mais quelle fatigue cette fille.» J'adore cette formulation. Oui. Ensuite, on a très étonnamment Iggy Pop dans le rôle de Tonton Belvédère, donc qui est en gros le mec de la grand-mère. C'est évidemment, si vous ne le savez pas, j'espère que vous le savez, Iggy Pop est un célèbre chanteur rock. Lors de sa première apparition, on le voit nu en train de se laver dans une bassine. C'est tout à fait improbable et marquant comme entrée en scène. Ah moi je trouve que c'est vraiment fou comme casting. J'ai découvert le film relativement récemment, hein, lors du premier confinement. Donc là, je tiens à marquer à chaque fois au fil des épisodes. Nous en sommes actuellement à notre 3e confinement au jour où on C'est ça. enregistre cet épisode. Et lors du premier, j'avais donc découvert Crybaby et quand j'ai vu Iggy Pop au casting, je me suis dit: «Mais non, c'est pas Iggy Pop, Iggy Pop». Et si! Ouais, ouais, c'est fou, hein. On a également Ricki Lake qui joue le rôle de Pepper, la sœur de Crybaby, qui est enceinte dans le film. Alors Ricki Lake, c'est celle qui jouait Tracy dans le Hairspray original de John Waters. Elle fait de régulières apparitions à la télévision et au cinéma, et on la voit notamment dans Crazy Ex-Girlfriend. Et oui, elle fait partie des Dream Ghosts, aux côtés de Amber Riley dans la saison 1. Tout à fait. Ensuite, on a Tracy Lords dans le rôle de Wanda Woodward, qui est une autre membre de la bande de Crybaby. Alors Tracy Lords, originellement, c'était une actrice porno qui était très connue à l'époque parce qu'il y avait eu un scandale puisqu'elle avait commencé sa carrière alors qu'elle était encore mineure. Et en fait, Crybaby est parmi ses premiers films normaux entre guillemets après avoir arrêté sa carrière dans le X. Autre personnage marquant, c'est celui qui est interprété par Kim McGuire. Elle joue Mona, c'est une autre fille de la bande de Crybaby dont le surnom est Hatchet Face à cause de sa gueule cassée. Alors ça c'est intéressant, ce personnage. En fait, plus tôt, en 85, John Waters avait voulu faire un film sur ce personnage, qui devait d'ailleurs à l'époque être joué par Divine. Ça ne s'est pas fait, et donc il l'a incorporé à Crybaby. C'est marrant, ils ont publié les annonces de casting pour ce rôle de Hatchet Face en mars 89. Le personnage était décrit: elle a le corps de Jane Mansfield et le visage de Margaret Hamilton. Alors sympa pour Margaret Hamilton de la considérée comme la moche de service, quoi, en gros. Pour trouver l'actrice, Waters, il avait aussi mis comme indication on cherche une fille avec un beau corps et un visage alarmant, alarming face, qui en est fière. C'est vrai que Kim Maguire a un visage assez étrange, mais dans le film, il est évidemment très très exagéré par le maquillage, hein. Il n'est pas aussi bizarre que ça dans la vie. Mmh. Donc ça, c'était pour la famille de Crybaby et on peut, également du côté des Square, signaler l'actrice qui interprète la grand-mère de la protagoniste principale. Oui, alors cette actrice, c'est Polly Bergen, qui avait fait quelques films assez connus à Hollywood dans les années 50-60. Elle a tourné notamment avec Dean Martin, avec Doris Day.
J'ai vu qu'elle avait aussi tourné dans Les Nerfs à vif, le film de 62 avec Robert Mitchum. Ouais, ouais, elle a fait quand même pas mal de films assez connus et par ailleurs, après en fait, Cry Baby, dans les années 2000 notamment, elle a joué à Broadway. On l'a vue dans Follies ou encore dans Cabaret. On a aussi un certain nombre de petits rôles assez notables dont tu voulais présenter les interprètes. Oui, parce qu'il y a vraiment un certain nombre de personnes assez connues dans ce film quand même. Donc là, c'est vraiment des petites apparitions, hein, ce qu'on appelle des caméos. Dans le rôle du père de Hatchet Face, on a Troy Donahue. Alors souvenez-vous, pour ceux qui connaissent bien Grease, il est cité dans la chanson Look at Me, I'm Sandra Dee, comme acteur, on va dire teenage, connu à cette époque. Donc effectivement, c'est un acteur célèbre de la fin de l'âge d'or hollywoodien qui a souvent joué, on va dire, des adolescents un peu lisses. C'est rigolo du coup de le faire intervenir dans un film qui est censé se passer à l'époque de sa gloire finalement. Oui, complètement. Je pense que c'était totalement Ouais. volontaire, de faire référence, à ces films-là. Ensuite, on a David Nelson qui jouait le père de Wanda. Alors lui, moi je le connaissais pas spécialement, mais apparemment c'est un acteur très célèbre aux États-Unis pour une sitcom des années 50 et 60 qui s'appelait The Adventures of Ozzie and Harriet. Et du coup, les autres comédiens, comédiennes du film étaient impressionnés de le voir là. Ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait ce mec hyper connu sur le Mmh. plateau. Cry Baby a été son dernier rôle. Ensuite, dans le rôle de la mère de Wanda, on a Patricia Hearst. Alors elle n'est pas connue spécialement comme actrice. En fait, elle est célèbre à cause de son histoire personnelle. C'est la fille d'un célèbre magnat de la presse, donc William Randolph Hearst, et elle a été enlevée en 1974 à l'âge de 19 ans par un groupe de terroristes d'extrême gauche américains qui s'appelait l'Armée de libération symbionnaise. Et en fait, par la suite, elle a participé à des actions de ce groupe. Donc elle était en quelque sorte embrigadée par le groupe qui l'a kidnappée. C'est un personnage et une histoire vraiment très célèbre qui a inspiré beaucoup d'œuvres. Notamment un très bon livre de Lola Lafont, une autrice que nous aimons beaucoup, Anna et moi, donc je voulais le signaler. Ouais, tout à fait. Pour donner un exemple, on va dire tiré de la comédie musicale, Patty Hearst, c'est l'inspiration du personnage de Crystal dans Starmania, pour ceux qui connaissent. On a dans le rôle du père de Milton, donc Milton c'est un des autres amis de Crybaby, Joe D'Alessandro, qui lui était un acteur fétiche d'Andy Warhol et on va dire de la scène gay underground des années 60-70. On le voit dans pas mal de films de cette époque. Donc là, on voit vraiment le lien qu'on continuait d'entretenir John Waters, on va dire avec la culture underground de manière générale. Et enfin, on a Willem Dafoe dans un petit rôle qui joue un gardien de la prison pour mineurs où Crybaby est envoyé. J'imagine que ce caméo a été fait par amitié pour John Waters, parce que Willem Dafoe, en fait, il est déjà vraiment très connu à cette époque. Il avait fait La Porte du Paradis, Les Prédateurs, Police fédérale Los Angeles, Platoon, pour lequel il a eu l'Oscar du second rôle en 87, donc c'est assez marrant de le voir apparaître comme ça au milieu du film. Alors, cette débauche de guest star improbable fait que, je cite John Waters, le tournage était pour lui comme un dîner dans l'institut psychiatrique pour célébrités de mon choix. Je trouve ça très drôle. Et alors, en plus de ce cast déjà complètement foufou, il y a encore d'autres personnes célèbres qui auraient pu être dans Cry Baby. Mais oui, incroyable. Alors, première anecdote, Brad Pitt a auditionné justement pour le rôle de Milton dont je parlais juste avant, donc qui est un des amis de Crybaby et le petit ami de Hatchet Face. Donc je cite John Waters, je suis peut-être le seul réalisateur à avoir refusé un rôle à Brad Pitt. On savait tous que quelqu'un d'aussi séduisant ne pouvait pas jouer l'acolyte comique de Johnny Depp. Il nous fallait quelqu'un de plus excentrique. C'est Darren Burroughs qui a eu le rôle. Autre citation de John Waters, incroyable tous les grands noms du cinoche qui sont venus auditionner pour Crybaby. Il parle notamment de Carol Channing. Donc Carol Channing, c'est une star de Broadway qui a notamment eu le Tony Award pour Hello Dolly en 64. Elle voulait jouer Ramona, la grand-mère de Crybaby. Et John Waters l'a rencontrée, mais bon, au final, il pensait qu'elle ne correspondait pas. Et alors, autre personne incroyable, c'est Sid Charisse. Je cite encore une fois John Waters. Sid Charisse en personne est aussi venu, dans une tenue bien trop élégante, égaré là à cause de son agent qui m'a confié vouloir réinventer son image en lui dégotant un rôle à contre-emploi. Elle n'avait pas la moindre idée de qui on était, de la teneur du projet, ni de ce qu'elle foutait là, mais j'ai fait preuve de délicatesse et de respect. Bah, j'avoue que j'aurais trop aimé voir City Harris dans Cry Baby, hein. Ça aurait pu être assez marrant, mais Ouais, effectivement une sorte de virage plutôt radical par rapport à ce persona. ça aurait été ouais, peut-être un peu too much, je sais pas si elle aurait pu faire ça, mais bon, ça aurait été drôle. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la production du film?
Oui, alors Cry Baby, ça a la particularité d'être le premier film de John Waters qu'il a fait avec un studio. En l'occurrence, c'était Universal. Toujours, dans le livre Monsieur je sais tout, je cite: «Après Hairspray, tous les studios voulaient m'entendre pitcher Cry Baby et cette fois, ils n'ont pas eu peur. Les producteurs ont applaudi des 2 mains. Ils ignoraient que tous les visuels dont je me suis servi pour vendre ce projet étaient des photos soft de modèles masculins gays» et ça, je trouve ça assez marrant parce que c'est vraiment cette idée de faire entrer, on va dire en loose day, la contre-culture à l'intérieur du cinéma mainstream et c'est ce qu'a fait John Waters Mmh. dans plusieurs de ses films, on va dire dans la seconde moitié de sa carrière. Alors le film avait un budget de 12 millions de dollars. C'est le plus gros budget pour un film de toute la carrière de John Waters. Il n'avait jamais eu autant de moyens, autant de gens dans son équipe, ni du coup, en contrepartie, autant de pression de la part de la production, on va le voir. Mmh. Comment ce film a été reçu à l'époque de sa sortie? Parce que bon, c'est un film qui est quand même devenu assez culte, mais quand c'est sorti, est-ce que ça a été un succès immédiat? Alors pas vraiment. Dans un premier temps, il a été présenté au Festival de Cannes en 90, donc hors compétition, et à l'occasion de Cannes, le film a reçu une standing ovation et des plutôt bonnes critiques. Donc ça, c'était dans un premier temps, mais en salle, le film a plutôt été un flop en regard du budget, 8 millions de dollars de recettes. Mmh. Mais néanmoins, Waters n'avait jamais eu autant d'exposition pour un de ses films, hein, puisque le film est quand même sorti sur 1300 écrans aux États-Unis. Et comme tu l'as dit, le film va acquérir au fil des années un statut culte. C'est clairement un des, si ce n'est le film le plus accessible de John Waters, le plus grand public. D'ailleurs, parallèlement, pas mal de fans du John Waters underground, on va dire, ont été déçus par celui-là. Mmh. On n'a pas d'éléments interdits aux moins de 18 ans, puisque justement le film, par contrat, devait être PG-13, donc PG-13, ça veut dire interdit aux moins de 13 ans, mais ne pouvait pas faire plus, quoi. Et ce classement PG-13 n'autorise à prononcer qu'une seule fois le mot fuck dans un film. Et alors c'est très drôle parce que le film en joue justement dans la scène du tribunal. La scène du tribunal, c'est une scène où justement tous les parents, dont j'ai cité les comédiens tout à l'heure, les parents des personnages d'adolescents apparaissent. C'est drôle parce qu'ils disent plein de fois le mot fuck, mais tous les fucks sont bipés, sauf un, le dernier, qui est dit par la mère très coincée de Wanda, et du coup il y a un effet de surprise très drôle. Du coup, voilà, par rapport aux autres films de John Waters, il y a moins de choses vraiment dégoûtantes, trash, etc., puisque voilà, il s'adressait à un plus large public. Il y a quand même un moment où l'héroïne boit un verre de ses propres larmes. Voilà, donc il avait quand même encore cette tentation de faire des trucs un petit peu dégueux, quoi. Du coup, John Waters adorait cette scène et il a négocié avec la production pour la garder, acceptant en échange de retourner certaines séquences pour clarifier l'intrigue. Alors, on va pousser un petit peu plus en avant notre analyse du film. Tu voulais d'abord faire remarquer combien on reconnaît dans Crybaby un certain nombre des grands traits marquants du cinéma de John Waters. Peut-être déjà à commencer par le lieu où se déroule l'action. Comme tous les films de John Waters, Crybaby se déroule à Baltimore. C'est la ville où il a grandi et comme vous le savez bien, la ville où se déroule aussi Hairspray. Du coup, John Waters raconte que quand il était jeune, il y avait effectivement, là où il habitait, des affrontements entre les Drapes et les Squares. Lui-même n'y a pas participé directement, mais voilà, il trouvait que les Drapes étaient très cool, il était plutôt de leur côté évidemment. Notamment un Drape qui habitait à côté de chez lui et qui avait une voiture comme celle de Crybaby dans le film, c'est-à-dire noire avec des flammes peintes sur les côtés de la voiture. Commerce Press, c'est aussi un film qui fait se raffronter deux mondes différents et qui donc a une assez forte dimension politique. Selon John Waters, hein, c'est un film sur les classes sociales, puisque voilà, on a une opposition entre les riches et les pauvres, donc les Squares et les Drapes, où finalement la violence la plus grande va venir des jeunes, et notamment des jeunes garçons aisés, et surtout de l'infâme Baldwin, qui est donc le petit ami d'Allison au début du film et qui est clairement l'antagoniste de cette histoire. On retrouve aussi les personnages un peu typiques de John Waters. Oui, alors là, clairement, on voit cet amour de John Waters pour les personnages de freaks, donc des gens au physique bizarre, donc il y a des gens qui sont gros, voire obèses, des visages déformés, on en a parlé avec Hatchet Face, des gens au style décalé. Mais c'est vrai que c'est plus soft dans Crybaby, hein. Ici, notamment, les deux héros sont tous les deux très beaux, ce qui a pu être reproché justement à John Waters par ses Mm. fans de la première heure. Et enfin, comme Hairspray, Crybaby, c'est un film qui appartient au registre du teen movie. Ouais, et qui fait énormément penser à Grease, hein, lorsqu'on le voit. Donc ça se passe à la même période que Grease, donc dans les années 50. D'ailleurs, le générique de début du film, c'est un vieux logo Universal qui n'avait pas été utilisé depuis 50 ans à peu près, donc je trouve ça assez amusant. Et donc Crybaby s'inscrit dans une tendance qui existe depuis déjà les années 70, hein, de teen movie,
un peu nostalgiques qui vont être situés dans les années 50-60, donc de American Graffiti à Dirty Dancing. On a parlé plusieurs fois dans le podcast de ce phénomène-là. Autre point commun avec Grease, l'histoire d'amour évidemment entre une fille plutôt square et un bad boy en blouson noir. Il y a également un makeover, puisque Allison a droit vers le début à un makeover pour intégrer la bande de Crybaby. C'est un peu différent de Grease où le makeover intervient à la fin. Et enfin, les deux films se terminent par une course de voiture. Des points communs amusants. En effet, ça fait beaucoup de points communs. Est-ce que Grease, c'est une source d'inspiration avouée de John Waters? Eh ben, pas que je sache, c'est assez étonnant, je trouve. Il le mentionne pas spécialement, en fait, alors que c'est quand même évident que ça se ressemble et que Crybaby pourrait être une sorte de parodie de Grease. Mais en tout cas, John Waters n'en parle pas de cette manière. Dans le making-of que j'ai regardé et dont je vous mettrai un lien parce qu'il est très intéressant, en fait, John Waters ne mentionne jamais Grease dans ses inspirations. Il évoque plutôt les films des années 50 sur la jeunesse, les blousons noirs, les adolescents rebelles, etc. Et notamment les films de Elvis Presley. Alors, ce qui frappe également dans Cry-Baby, c'est la dimension camp, qui est là encore évidemment typique du cinéma de Waters, plus encore dans ses films précédents avec Divine, mais bon, ici, on a encore ce camp qui est très présent. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment une parodie, hein. Tout est too much, les comédiens en font des caisses, l'intrigue est volontairement absurde. Je voulais quand même vous donner un exemple parce que je me souvenais pas de ça. Ça m'avait pas spécialement marqué parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu le film. C'est la scène où les deux protagonistes font une espèce de séance de make-out, quoi. Ils se tripotent dans l'herbe là. Et en fait, les deux protagonistes sont orphelins. Et Allison, tout d'un coup, en pleine séance de tripotage, se met à raconter la mort de ses parents. Ils partaient en voyage et avaient pris 2 avions séparés pour que l'un des 2 survive en cas de crash, mais les 2 avions se sont écrasés. Déjà ça me fait mourir de rire. Ensuite, il y a la foudre qui tombe et c'est à Crybaby de raconter son histoire. Il dit ses 2 parents sont morts sur la chaise électrique, son père était un tueur en série qui mettait des bombes dans des endroits par ordre alphabétique. Aéroport, barbier, car wash, drugstore. Bref, c'est absolument hilarant. Et c'est complètement absurde. C'est un des moments où on se rend compte que c'est pas du tout sérieux, quoi. Parce que j'ai regardé sur YouTube, comme ça, en faisant des recherches, une critique d'une nana qui avait regardé le film et qui a lancé le film en pensant que c'était sérieux. Qui disait ah ouais, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était vraiment tout est volontairement exagéré, quoi. Et c'est exactement ça le film. C'est quand même très très drôle. Et c'est ce qu'on comprend aussi quand John Waters dit que Johnny Depp voulait jouer sur son image de bad boy. Ouais, Parce que du coup, là, il est presque dans une auto-parodie de l'image qu'il avait à l'époque, à savoir l'idole des jeunes, quoi. exactement, ouais. Du coup, cette dimension camp, elle a été plus ou moins comprise et appréciée, on va dire, selon les publics. Ça illustre un petit peu la façon dont c'est très différent de s'adresser à un public de niche qui connaît et comprend l'humour camp, comme c'était le cas pour les précédents films de John Waters, à la différence de vouloir s'adresser au grand public, parce que le camp, c'est rarement quelque chose qui est présenté comme très grand public, en fait, tout simplement. Ouais, ouais, mais exactement, et John Waters parle vraiment de ça dans son livre, justement, à propos de la réception du film. Je le cite encore une fois. La première projection test a eu lieu au studio Universal de Los Angeles, et les fans de Johnny Depp recrutés pour l'occasion ont réagi à merveille. Ils hurlaient à chacune de ses apparitions à l'écran, comme pour les films d'Elvis dans les années 50. Le problème, c'est que ça ne s'est plus passé comme ça après. Plus les projections test s'éloignaient de Hollywood, intéressant, plus les résultats empiraient. À juste titre, les fans ont flairé l'embrouille. On se moquait de la célébrité de Johnny auprès des ados, et même si son public télé n'a pas vraiment pigé au début, leur inconscient a compris qu'on se foutait d'eux par la même occasion. Et comme ils n'avaient jamais vu un film d'Elvis, ils sont également passés à côté de cette lecture satirique. Mais je trouve ça, enfin, ça m'a beaucoup intéressé ce que tu disais sur cette autoparodie de Johnny Depp, parce que je trouve ça finalement assez osé de vouloir autoparodier son image si tôt dans sa carrière. Tu C'est vois, vrai. parce que je me dis que l'autoparodie, c'est plutôt le fait, enfin, quand je pense à ça, je pense à John Crawford, Betty Davis qui font ça sur le tard pour se réinventer. Mais là, on est dans le cas d'un jeune qui monte et qui, je sais pas quel âge il a dans le film, quoi, mais à 20-25 ans, même pas, Mm. s'auto-parodier, il faut déjà avoir aussi une certaine opinion de soi-même, je trouve. Tu vois, se dire qu'on est déjà devenu tellement mythique à 20 ans que. Enfin bref, c'était. Oui, oui, c'est pas faux. Bah, oui, c'est vrai. Je sais pas à quel point c'était réfléchi comme ça, ou simplement il a très rapidement eu peur de s'enfermer dans quelque Ouais. chose.
Ouais, c'est ça. Alors, on va à présent parler un petit peu plus des numéros, et des chansons de ce film qui est, on le rappelle, un film musical. En fait, la vraie seule comédie musicale de John Waters. Oui, puisque là encore, on le rappelle, Hairspray, le film de John Waters n'est pas une comédie musicale. C'est un Mmh. film qui sera adapté en comédie musicale pour la scène. Alors de manière générale, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le style de musique qu'on entend dans Cry Baby? Oui, alors c'est une musique évidemment dans le style années 50. On va avoir une sorte d'opposition entre les 2 bandes donc, qui va s'incarner dans la musique. On aura d'un côté le doo-wop. Donc le doo-wop, c'est une musique, vocale, pleine d'onomatopées, d'où le nom, hein, doo-wop, shoo-ba-dee-ba-doo, enfin voilà, tous ces trucs comme ça, je pense que vous voyez de quoi il s'agit. Le doo-wop, c'est pour les squares et puis le côté, chanson teenage mignonne et du côté des Drapes évidemment, le rock'n'roll. Et c'est une bande originale qui a la particularité de mêler, comme d'ailleurs les comédies musicales de la grande époque, hein, de mêler donc chansons originales et reprises. D'ailleurs, j'ai dû faire des recherches un peu poussées parce que j'avais du mal à distinguer quelles chansons étaient des originales et lesquelles étaient des reprises, de tubes des années 50. Bon, sauf les chansons les plus connues comme Mister Sandman que j'ai reconnues, mais sinon j'ai eu un peu de mal. Ce qui est plutôt un bon signe. Ça veut dire que c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait à la manière des années 50. Carrément. Alors, tu voulais nous parler de certaines chansons que tu aimais particulièrement et notamment la célèbre séquence d'ouverture. Oui, donc la séquence d'ouverture est sur la chanson une chanson qui s'appelle Cry Baby, donc c'est le moment en fait où apparaît le générique de début. Cette chanson, c'est uniquement une musique extra-diégétique, c'est-à-dire qu'on l'entend, en fond pendant que défile, la séquence d'ouverture. Cette séquence, c'est très frappant comme entrée en matière, je trouve. On voit des files de lycéens et lycéennes qui attendent pour recevoir leur vaccin contre la polio. Ils font la queue, quoi, hein, et puis après ils vont s'asseoir sur une chaise et puis on leur enfonce une énorme seringue qui fait trop peur. Certains élèves pleurent. Enfin voilà, on est déjà en fait dans l'exagération dès cette première scène, ça donne le ton, on va dire. Et donc dans la file des adolescents qui attendent, on va découvrir les différents personnages, la bande d'amis un peu freaks, en cuir d'un côté, puis les squares de l'autre. Et à la fin, on a Crybaby qui arrive, il se fait vacciner en même temps qu'Allison, ils se regardent. Et puis voilà, on a la fameuse larme qui coule le long de sa joue lorsqu'on lui enfonce l'aiguille de vaccin dans le bras. Alors, chanson que j'adore ensuite, c'est Shaboom. Donc ça, c'est un morceau de doo-wop célèbre, donc c'est évidemment une reprise, qui est interprétée par le groupe de garçons chic, donc les Squares, dont le personnage de Baldwin, lors d'un talent show dans le club tenu par la grand-mère d'Allison. Ils en font des tonnes, c'est vraiment très drôle, j'adore ce moment. Et ensuite, on a une autre chanson qui est également une reprise, c'est Teenage Prayer, chantée par Allison. Et en fait, il y a un moment très kitsch, à un moment lorsqu'elle chante, où les visages des garçons qui sont en train de la regarder deviennent tous le visage de Crybaby. Et c'est un peu bizarre, c'est volontairement mal fait, j'imagine, donc encore pour renforcer cette dimension camp. Oui, parce que là, dans le côté parodique, on peut dire que c'est un espèce d'effet spécial un peu cliché de comédie musicale, hein, pour, ce type de chanson particulière qui est un peu la sérénade à l'être aimé. On a le même effet, en fait, dans le film Dames de Busby Berkeley qu'on avait déjà Mm. cité, numéro qui s'appelle I Only Have Eyes for You, où toutes les danseuses sont habillées et coiffées à l'image de Ruby Keller. Ou encore à la fin de Shall We Dance, un film de Fred Astaire et Ginger Rogers, bah, on a pareillement toutes les danseuses qui portent un masque de Ginger Rogers. Donc c'est un truc, c'est vraiment un cliché de comédie musicale auquel Waters veut ici sans doute faire allusion. Oui, j'imagine, ouais. Alors ensuite, on a le premier solo de Crybaby qui s'appelle King Crybaby. Donc là, pour le coup, c'est une chanson originale dans le style, on va dire, rockabilly. Et c'est chanté sur scène, en fait, lors d'une soirée qui est organisée par la grand-mère de Crybaby. Donc on a un parallèle direct entre cette soirée un peu rock'n'roll d'un côté et puis le gala des Squares qui se déroule au même moment. Et toute sa bande l'accompagne aux différents instruments. Sa sœur joue de la batterie, etc. Et à la fin, Allison monte sur scène pour chanter le dernier couplet avec Crybaby. Évidemment, ça va sceller leur histoire d'amour. On a aussi plusieurs chansons et numéros musicaux qui se déroulent dans la prison où va être incarcéré Cry Baby. Ouais, alors on a la chanson Teardrops Are Falling, qui est une reprise, chantée par Crybaby avec les chœurs faits par tous les prisonniers dans le dortoir. C'est une balade. Et ensuite, on a un autre numéro de prisonnier au travail qui s'appelle Doing Time for Being Young. Chanson originale également, un numéro à la Elvis. Ça m'a beaucoup fait penser à Jailhouse Rock, donc
chanson du film du même nom de 1957, Le rock de la prison. Je crois que ça s'appelle Le rock du bagne, le film en français. Je trouve que c'est le numéro le plus vraiment comédie musicale de ce film parce qu'il n'est pas chanté sur scène, hein, et en plus il est dansé, il y a toute une chorégraphie avec les autres prisonniers. On a également, là j'avance en fait chronologiquement dans l'histoire, la chanson Mr. Sandman, donc ça c'est une célèbre chanson emblématique des années 50. Pour ceux qui s'en souviennent, on l'entend dans Retour vers le futur lorsque Marty arrive dans l'année 1955. Je ne ferai pas l'affront de vous expliquer de quoi parle Retour vers le futur. Et donc cette chanson est chantée par Allison et les garçons Squares avant qu'elle décide de les quitter pour de bon. Et ensuite, justement, elle les quitte et elle arrive et elle chante un superbe numéro qui s'appelle Please Mr. Jailer, chanson originale. En fait, c'est Allison qui chante devant la prison pour demander la libération de Crybaby. Elle est dans une superbe robe rouge, c'est vraiment marquant comme séquence. Et la chanson est super et le numéro dans son ensemble est vraiment très bien fait, quoi. On a la musique qui envahit toute la prison et du coup tout le monde se met à chanter et danser à l'intérieur de la prison. C'est très euphorisant, on va dire. Et pour finir, la dernière chanson du film s'appelle High School Hellcats, également une chanson originale, vraiment très rock, qui est chantée par Crybaby et Allison lors de la fameuse course de voiture finale, juste avant le happy end extrêmement rapide. Je ne vais pas vous divulgacher comment ça se termine, mais c'est également assez improbable. Moi, ça m'a marqué lorsque je l'ai vu récemment. Là aussi, on voit bien la dimension parodique. Tous les conflits se résolvent en même pas 5 minutes, j'ai l'impression. C'est ça. Tu voulais aussi signaler plusieurs, numéros et scènes coupées, qui ne donc font pas partie, du montage final. Oui, c'est pas tant, pour la valeur intrinsèque de ces numéros, mais un peu pour expliquer, que comment dire? Il y a plusieurs versions du film parce qu'il y a eu des Mmh. petits conflits, sur ce qu'il fallait mettre dans le film ou pas. Premier exemple, c'est le numéro Chicken qui est chanté par Baldwin et les Squares comme une espèce de provocation envers les Drapes. Bon, c'est un petit peu un petit peu étrange comme numéro, pas terrible, on comprend que ça a été coupé. On peut le trouver sur YouTube, mais bon, en très mauvaise qualité. Alors apparemment, bien qu'elle ait été coupée par John Waters, cette séquence apparaissait dans les versions télévisées. Et ces versions télévisées, à l'inverse, elles avaient coupé plusieurs séquences, notamment des séquences avec les parents qu'elles trouvaient trop sacrilèges. Ça faisait un film trop court, donc du coup, ils ont récupéré des passages coupés pour les mettre à la place. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. C'est fou qu'il y ait à ce point, plusieurs films différents, en fait. Ah ouais, c'est très particulier. Mais d'ailleurs, John Waters se plaint dans le livre que les télévisions ont fait n'importe quoi avec le montage du film parce que, comment dire, même en se faisant le plus grand public possible, il était encore trop choquant, quoi. Ouais, pour la télé. Autant c'est courant de supprimer des trucs pour la télé, mais de là à en rajouter d'autres, moi je trouve ça vraiment curieux. Ouais, enfin, on se demande d'où tu te permets C'est ça. de changer le film à ce point-là. Enfin bref, ouais, c'est très bizarre. Autre séquence qui alors là, c'est différent parce qu'elle n'apparaît que dans le director's cut. Donc le director's cut, c'est la version, on va dire, approuvée par le réalisateur, mais qui n'est pas la version qu'on trouve, en ligne, en fait, hein. Moi, j'ai commandé en VOD le film, c'était pas la director's cut, donc je sais pas où elle existe cette director's cut, mais il y a un numéro dedans, qui est un autre numéro de Baldwin avec ses camarades sur la chanson The Naughty Lady of Shady Lane, qui est une reprise d'une chanson de 54. Bon, ça a pas l'air absolument passionnant, c'est marrant, les numéros des Squares, enfin ouais, il y en a plusieurs qui ont disparu des versions finales, on va dire. Oui, parce qu'en termes de répartition des numéros, moi j'avais l'impression que l'essentiel des numéros était plutôt du côté Crybaby. Je me rappelle à peine qu'il y avait des numéros, du côté des Squares. Ouais, bah, c'est vrai que dans la version, on va dire finale, quoi, la version qu'on peut voir tous, Crybaby et sa bande sont, plus mises en avant, hein, ça c'est évident, puis c'est logique, hein, par rapport à l'identification, l'empathie Mmh. envers les personnages et cetera. Et alors donc ça c'était pour le film mais aussi donc Crybaby a aussi, comme Hairspray, fait l'objet d'une adaptation en comédie musicale sur scène. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de cette adaptation? Alors elle a été créée à San Diego en 2007 et elle arrive à Broadway en 2008. Le livret est écrit par Mark O'Donnell et Thomas Meehan, les mêmes qui avaient adapté Hairspray pour la scène en 2003. Mmh. Quelle bonne idée. Donc évidemment, je suppose que l'idée était de surfer sur le très grand succès de Hairspray pour produire donc une autre comédie musicale adaptée d'un film de John Waters. Mais Crybaby aura une portée beaucoup plus confidentielle, hein. Je cite là encore John Waters. Et puis en 2008, Crybaby s'est encore planté, cette fois à Broadway.
Alors, les paroles sont de David Javerbaum et la musique de Adam Schlesinger, qui est le Oh. très regretté compositeur qui a écrit avec Rachel Bloom et Jack Dolgen les chansons de Crazy Ex-Girlfriend et qui est décédé du Covid il y a environ un an. Les chorégraphies sont de Rob Ashford, un chorégraphe assez réputé, de Thoroughly Modern Millie, pour lequel il a eu un Tony en 2002, jusque très récemment à Frozen. Donc vraiment du haut vol, hein, enfin un casting là encore de haut vol pour cette Carrément. adaptation, Mm. hein. Et toi, Anna, qui est la spécialiste de l'observation minutieuse des changements entre l'écran et la scène, est-ce que pour le coup, là, c'est une adaptation qui est proche du film original? Peut-être d'abord en termes, d'esprit. Est-ce que c'est, aussi provocateur, aussi camp que le film? Alors, ça conserve le ton provocateur, hein, il suffit de regarder les titres des chansons. On a Watch Your Ass, Baby Can I Kiss You with Tongue. Et John Waters a adoré le spectacle. Il dit la version Broadway de Cry Baby était plus proche de l'esprit de mes films que ne l'avait été celle de Mmh. Hairspray. Mais c'était justement le problème, dit-il, donc Ouais. commentant le fait que ça n'a pas aussi bien marché. Bah oui, quand on se dit qu'il est déjà un peu, trop edgy, pour le cinéma, pour Broadway, c'est presque encore pire. Enfin, je sais pas, c'est C'est ouais. vrai. Et pour le coup, l'intrigue, ça reste la même que dans le film? On a les mêmes rebondissements? Ouais, c'est quasiment la même chose, l'intrigue est vraiment assez proche. On a, comme c'est souvent le cas, dans les adaptations, le développement un peu plus important de certains personnages et par exemple, Lenora, donc qui est un personnage qu'on n'a pas encore mentionné, qui est une fille un peu folle, qui est amoureuse de Crybaby et qui est complètement, nymphomane, érotomane et on a notamment la chanson Screw Loose qui est extrêmement drôle où, Lenora va exprimer son obsession pour Crybaby d'une manière, un peu flippante, on va dire, hein. Et il y a le développement d'une histoire d'amour, justement entre elle et Baldwin, le petit ami d'Alison. Et est-ce qu'on reprend les chansons, du film? Non, ça va être vraiment de nouvelles chansons, tout est réécrit. Vraiment la BO est très, très catchy, hein, dans un style, qui pastiche bien sûr le rock and roll de l'époque, le doo-wop et cetera comme on l'a dit. J'ai écouté la bande son, déjà c'est hyper entraînant, mais en plus en écoutant les paroles, c'est vraiment hilarant, hein. On est vraiment dans le même registre que le film. Par exemple, au début, on a la chanson I'm Infected, dans laquelle Allison et Crybaby se déclarent leur amour en utilisant le champ lexical de la maladie. Et en fait, ils prolongent comme ça, la thématique du vaccin qui intervient au début, comme dans le film. Alors ma chanson préférée de cette bande son que je vous conseille vraiment, elle s'appelle Misery, Agony, Helplessness, Hopelessness, Heartache and Woe. Où en fait les personnages trouvent plein de synonymes pour dire leur malheur. Bon, c'est un peu d'écrire une chanson, c'est pas un exercice facile, mais il y a un jeu de mots avec woe, woe ça veut dire le chagrin. Et ensuite les personnages chantent woe 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 woe. Et en plus, ils chantent ce petit passage sur un air qui rappelle la chanson We Go Together dans Grease, où ils chantent We'll always be like one, one, one. Donc voilà, il y a toujours une espèce d'hommage, de surhommage par-dessus l'hommage, enfin vraiment dans l'esprit du film. Et voilà, cette chanson est vraiment très chouette. Elle me rappelle un peu l'ambiance de Without Love dans Hairspray. Donc c'est un numéro d'ensemble avec plein de personnages qui se languissent les uns des autres. Il y en a même un qui est en prison, exactement comme dans Hairspray, donc c'est assez marrant. Pour finir, je voulais parler du dernier numéro de la pièce, qui est un numéro rock très catchy qui s'appelle Nothing Bad's Ever Gonna Happen Again, dans lequel les protagonistes annoncent non seulement que tout se termine bien, mais aussi que plus rien de mal n'arrivera jamais, jamais, jamais. C'est très très drôle. Ça fait penser un peu à We'll Never Have Problems Again dans Crazy Ex-Girlfriend. Et les paroles, c'est vraiment très très drôle, fonctionnent sur un mode inflationniste, c'est-à-dire qu'au début, on se réjouit d'être tous ensemble, d'être réunis et d'être réconciliés. Et à la fin de la chanson, on s'enflamme en mode la guerre, la maladie, le racisme et la fin dans le monde, tout ça c'est fini. C'est vraiment très très drôle. Donc bref, une bande son vraiment réjouissante que je vous conseille d'écouter. Ah bah là, tu donnes, vraiment envie, hein. J'avais oublié que c'était, d'Adam Schlesinger la musique et l'esprit me paraît tout à Ouais, tu vas fait, adorer, Crazy Ex-Girlfriend, compatible, donc je vais me ruer sur cette bande originale. carrément. Malheureusement, en dépit de tout ce que tu nous décris, ça a pas été un succès donc cette adaptation. Hélas, ouais, c'est resté seulement quelques mois à l'affiche à Broadway et ça n'est pas très souvent joué, hein. J'ai regardé, j'ai pas vu de revival notable ou de version un peu Ouais. événementielle. Bon, il y a eu quand même eu 4 nominations aux Tony Awards, hein, comédie musicale, livret, musique et chorégraphie. Mais voilà, on espère que ça se rejouera un jour dans les théâtres qui réouvriront bientôt.
Vraiment chouette, hein. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est de la mise en scène, des personnages, de la direction d'acteurs et tout, mais pour ce qui est de la musique, c'est vraiment, très, très agréable à écouter. Bah, on va, écouter ça, de ce Mmh. pas et on va aussi peut-être en profiter pour revoir le film, pour occuper, ces, longues heures de confinement qui nous attendent encore. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup Anna pour, De rien. ce super épisode sur Cry Baby, qui m'a fait redécouvrir le film et découvrir totalement la comédie musicale. Alors, on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, d'être toujours au rendez-vous. N'hésitez pas à, commenter, partager avec vous vos impressions sur ce film que vous connaissez sans doute ou que vous allez justement, découvrir et n'hésitez pas aussi à nous noter sur toutes vos applications de podcast préférées Ouais. et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. Salut, salut!